Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 13 avril 2025. On parle aujourd'hui, en fait, de ce que Trump est en train de faire présentement avec la mondialisation et il est en train de refermer la poche de la trahison des élites, essentiellement. Et dans ce Web Journal-ci, on va voir... comme on a vu la semaine dernière, il faut que je me calme un peu là. Comme on a vu la semaine dernière, la trahison des juges, c'est-à-dire que c'était le dernier bastion de l'État profond et qu'il y avait des similitudes dans ce qui se passait en Europe et aux États-Unis, eh bien, il y a exactement la même chose au niveau économique, c'est-à-dire que les populations ont été trahies au niveau économique par les élites financières. Ça, on le sait, mais là, on va aller un petit peu plus loin. On le sait, mais généralement, de façon intuitive, là, on va y aller avec des clips, des déclarations. On va montrer, surtout en France, là, depuis l'arrivée de Macron, cette tendance à désindustrialiser, c'est-à-dire que c'est avec Macron que c'est accru cette tendance. Elle existait déjà sous les présidents précédents, Sarkozy, Hollande, etc., mais elle s'est accrue avec Macron. En fait, elle a décuplé avec Macron cette tendance à la désindustrialisation de la France, à la vente des fleurons. Et il y a une raison pour tout ça. Il y a une raison, il y a une finalité politique derrière tout ça. Cette tendance-là a commencé aux États-Unis il y a bien longtemps avec la fin de la guerre froide et le début de la mondialisation dans les années 90, etc., la déréglementation des marchés, les accords de commerce internationaux, on a ouvert les frontières et on a pensé, les élites nous ont dit que, c'est ce qu'explique De Villiers, dont j'ai montré le clip, là, je ne me rappelle plus son prénom encore une fois, j'oublie toujours les noms au Web Journal. C'est-à-dire, les élites nous ont vendu l'idée que la Chine pouvait, on pouvait délocaliser nos usines en Chine et au Mexique et un petit peu partout ailleurs. C'était la théorie de Ricardo, de la spécialisation internationale. Toi, tu es bon dans le vin, l'autre, il est bon en textile, on va se séparer les trucs. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que ces pays-là, comme la Chine, etc., ont utilisé cette doctrine-là pour s'industrialiser et maintenant reviennent compétitionner avec les services. Nous étions censés être une économie de services. On disait genre, là, je reprends les termes de Villiers essentiellement, là, je le cite, là. On disait, genre, ils ne sont jamais capables de compétitionner avec les services en Occident. Nous autres, on est les services. Eux autres, c'est la production, c'est la division internationale du travail. Et finalement, là, c'est comme les compagnies vont encore plus loin, c'est-à-dire ils délocalisent les services. Quand on appelle chez Bell aujourd'hui, on essaie de régler un problème avec notre téléphone. Ils nous renvoient avec des opératrices en Algérie. Même chose avec Amazon, c'est rendu en Inde. Et les services se sont aussi délocalisés de sorte qu'en Occident, maintenant, on est pogné avec rien. On est pris avec rien. Tout se délocalise vers le tiers-monde. Le tiers-monde s'industrialise et devient comme sans bourgeoisie. Et pardonnez la faute, là. Et finalement, nous compétitionnons sur tous les secteurs. Et ce qui reste ici, finalement, c'est juste la ruine, le chômage, la dette, etc. Nous nous endettons. Et ça, finalement, c'est ça, finalement, l'objectif final. Je l'ai expliqué dans plusieurs webjournaux. L'objectif final, c'est difficile à comprendre hein, parce qu'on a de la misère à comprendre comment, genre, pourquoi, ça serait quoi le bénéfice pour un patron d'entreprise de voir l'économie se ruiner un peu partout. C'est parce qu'on les achète avec de l'argent. Encore une fois, là, c'est Arnaud de Montebourg, j'ai un ancien ministre des Finances français, sous Hollande, je pense, qui explique tout ça, comme on achète les fleurons, on paye les chefs d'entreprise et finalement, c'est ça. Le pays s'appauvrit, les emplois sont envoyés sont délocalisés vers d'autres pays et les pays s'endettent. Et ce que ça permet de faire finalement, à quoi sert la dette? La dette a une finalité politique. À quoi sert la dette? La dette permet de prendre le contrôle d'un pays. On a vu ce qu'ils ont fait en Grèce en 2008. Ils ont généré une dette. Ils ont maquillé leurs chiffres, etc. Et finalement, l'économie s'est effondrée. Puis là, ils ont spéculé contre la Grèce. Et puis, ils n'étaient plus capables de payer leurs intérêts. Puis là, finalement, ils ont racheté tout le pays. Toc, 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 toc. C'est ça qu'ils font. Et le sujet aujourd'hui, c'est cette classe transnationale, là, ceux que Attali appelle les nomades.
dont on va parler aujourd'hui, les traîtres à la nation, ceux qui ont appauvri les familles occidentales, ceux qui nous ont volé nos épargnes, ceux qui nous ont volé nos emplois, ceux qui nous ont inondés d'immigrants du tiers-monde, pour beaucoup, pas tous, mais dans une large portion, surtout depuis 2015 avec Merkel, Trudeau, etc., ceux qui nous ont trahis. Et ce qu'on va voir dans ce web journal-ci, finalement, c'est que c'est perte de souveraineté pour pouvoir finalement prendre le contrôle des pays. À partir du moment où est-ce que tu n'as plus de souveraineté, bien, par exemple, parce que tu es trop endetté, eh bien, c'est les agences de cotation qui te disent quoi faire. Et tu n'as pas le choix que de signer, par exemple, l'accord de Schengen qui ouvre les frontières parce que tu as été pris à la gorge par la dette, etc., etc. À partir du moment où est-ce que tu es super endetté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi, avec un pays, etc. Et ça, c'est l'objectif final. Et ce qu'on voit dans ce web journal-ci, finalement, c'est ce que Trump fait, c'est qu'il renverse cette tendance-là aux États-Unis. Et on va voir de quelle façon, par exemple, la guerre commerciale qui est menée ici par Trump contre la mondialisation va tout à fait dans le sens de ce que fait le Doge à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que l'assainissement des finances publiques à l'intérieur du pays règle le problème de la corruption et des dépenses, etc., qui mènent à la ruine. Et finalement, les tarifs et la guerre commerciale règlent le problème aussi de la délocalisation, etc., qui, elle aussi, mène à la ruine et à la perte de souveraineté. Alors, je vais y aller directement avec le premier graphique qui explique un peu ça. Donc, dans les années, vous voyez ici, globalisation avec l'Organisation mondiale du commerce et tout ça. Rappelez-vous, les années 90, c'était la belle époque. On bombardait les Serbes au Kosovo et c'était la mondialisation. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des traités qui ont été signés et que les entreprises ont été délocalisées, sont parties, etc. À quoi ça? Qu'est-ce que ça a mené, ça? Quand Trump dit qu'il veut que les entreprises reviennent aux États-Unis, c'est qu'il règle ce problème-là. Et donc, la mondialisation, délocalisation a mené à une désindustrialisation des États-Unis. Ça, c'est ce qu'on va le voir un petit peu plus loin, là. Ce qui était le cœur, allons-y tout de suite, là, ce qui était le cœur industriel, je le répète, cette fois-ci, ça fait 2-3 fois que je touche le sujet, mais là, on va y aller un petit peu plus en profondeur. Vous voyez ici en rouge, c'était ce qu'on appelle la ceinture industrielle des États-Unis qui est devenue la ceinture de rouille. C'est il y avait des dizaines, des centaines, des milliers d'industries dans cette zone-là. C'était le cœur industriel des États-Unis et c'est finalement devenu ce qu'on appelle la Rust Belt parce que les entreprises ont été vendues, n'avaient plus la possibilité de compétitionner avec la Chine. Les emplois sont partis et là, tu as des villes entières qui sont tombées sur le chômage, comme on en voit en France. L'usine part, et là, tu as comme toute la région qui tombe sur le chômage. Ça, ce sont des trahisons, tu vois. Et on va voir plus tard des clips comme Arnaud de Montebourg, des clips de personnalités comme Arnaud de Montebourg, l'ancien ministre des Finances, qui dit que c'est de la trahison économique, ça devrait être passible de peine d'emprisonnement, ça, le fait de vendre les fleurons de l'industrie comme ça. Mais c'est ça, les États-Unis se sont graduellement désindustrialisés, les usines sont passées en rouille comme ça, le chômage a monté, et là, avec tous les troubles sociaux, la montée de l'utilisation de drogue, le fentanyl, etc., c'est ce que Trump essaie de faire. Donc ça, c'est la Rust Belt, vous l'avez aussi, comme à Détroit, il s'est passé la même chose, les emplois sont partis ailleurs, mais on va revenir un petit peu plus tard avec ça. Donc, désindustrialisation aux États-Unis, désindustrialisation nationale, perte de revenus, parce qu'il n'y a plus d'emplois, fait que perte de revenus, donc augmentation du chômage, augmentation aussi des dépenses de l'État, les dépenses en sécurité sociale. Et qu'est-ce que produit la désindustrialisation, la perte de revenus, le chômage, l'augmentation des dépenses sociales? Ça produit de la dette. Et là, nous autres, les gentils consommateurs, citoyens, on pense que les gouvernements n'aiment pas ça, la dette. C'est comme... Non! Si on regarde Macron, si on regarde Trudeau surtout et d'autres, Obama, la dette a genre décuplé sous ces gens-là. Je pense qu'Obama a doublé la dette. C'est-à-dire que les 160, pas les 160, mais depuis 160 ans, depuis qu'il y a de la dette, ou je sais pas c'est quoi le nombre exact, depuis le début où est-ce qu'il y a de la dette aux États-Unis, Obama a doublé le chiffre. C'est-à-dire en un seul président, il a comme doublé le chiffre. Même chose avec Trudeau, en l'espace de 10 ans, il a comme doublé la dette du Canada.
Il a fait plus que tous les autres premiers ministres en termes de dette, etc. Et là, on se dit, merde, il gère mal, il gère mal. Non, il ne gère pas mal, il gère très bien. C'est exactement ça l'objectif, c'est de créer de la dette, parce que la dette amène une érosion de la souveraineté nationale, et c'est ça qu'ils veulent dans leur projet de nouvel ordre mondial, c'est ça. Ils veulent une érosion de la souveraineté nationale. Donc, augmentation de la dette qui nous amène à une perte de souveraineté. Donc, la désindustrialisation des États-Unis, là, quand les entreprises s'en vont ailleurs, puis les villes tombent au chômage, puis sont obligées le gouvernement arrive avec de la sécurité sociale et tout ça, bien, c'est non seulement les élites financières en profitent, mais la classe transnationale aussi qui veut l'abolition de la souveraineté nationale en profite puisque l'État s'endette et elle devient redevable aux marchés financiers internationaux. C'est la même chose avec les dépenses sociales. Donc d'un côté, le commerce qui mène à une perte de souveraineté, pas seulement que les frontières... c'est pas seulement que les frontières deviennent poreuses avec le commerce et qu'on... une perte de souveraineté au niveau de géopolitique. C'est pas juste ça. Là. Au début, dans les années 90, quand on étudiait la mondialisation avec l'Organisation mondiale du commerce, on disait « Ah, c'est une perte de souveraineté de l'État ». On regardait l'accord de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, puis on disait « Ouais, les entreprises peuvent maintenant poursuivre les gouvernements et c'est une perte de souveraineté comme ça. Le gouvernement n'est plus maître chez lui. » Et c'est vrai d'une certaine façon, mais ce qui est... Le corollaire de ça, c'est l'augmentation de la dette, l'augmentation du chômage, etc. et finalement la perte de souveraineté. Même chose ici avec et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle, on en a déjà parlé à Radio-Québec, la stratégie Cloward-Piven. La stratégie de Cloward-Piven de ces deux professeurs, je pense en anthropologie ou en sociologie, qui ont formulé cette stratégie-là, qui est à l'effet de forcer le changement politique et à travers un effondrement sociétal en augmentant les dépenses sociales. C'est-à-dire, eux autres voulaient faire s'effondrer le capitalisme en augmentant, en faisant en sorte que le gouvernement soit plus capable de payer les intérêts sur la dette, en augmentant les dépenses sociales tout le temps, là, plus de dépenses, couvrir toujours plus de services, et donner des chèques à tout le monde. Et finalement, l'État est comme plus capable de payer la dette et s'effondre. Un peu comme on a vu en Grèce en 2008. Ça, c'est une stratégie de ces gens fuckés-là, parce que c'est comme dans la gauche, généralement, l'idéologie prime sur est-ce que les gens sont, quand ils n'ont pas calculé le fait que les gens vont avoir de la misère à manger et ça va être la ruine économique pendant un certain temps. Et donc, stratégie Cloward-Piven, et ce qu'on a vu avec Musk et le Doge, c'est exactement ça, c'est la tentative de régler ça, régler cette espèce de prolifération sans fin des dépenses publiques, des chèques qui sont envoyés à tout le monde, à des personnes qui ont 160 ans, qui sont nées durant la guerre de sécession, les dizaines les 50 millions de dollars qui sont envoyés genre en Tanzanie pour compter genre le nombre de points noirs sur les grenouilles, transgenre, quelque chose comme ça. Et donc, c'est n'importe quelle justification pour envoyer des chèques partout. C'était la tendance, c'est la stratégie Cloward and Piven pour faire s'effondrer le gouvernement sous l'incapacité. Donc, Trump règle ça. Donc, et là, c'est la même chose avec les migrants qu'on fait venir, Merkel, Trudeau et tout le monde. On reçoit des contingents complets de centaines de milliers de migrants qui sont logés dans des hôtels, qui reçoivent toutes sortes de services. Aux États-Unis, on leur permet même de voter. Les démocrates ont permis à certains de ces migrants-là de voter dans certains États. Donc, ils deviennent à charge de l'État, à charge des travailleurs. Évidemment, on n'est pas capable de payer ça. On est déjà endetté, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils empruntent encore sur les marchés internationaux. Donc, augmentation de tous les micro-programmes et les chèques envoyés à tous les organismes qui créent des bandes dessinées, genre au Chili, ou des opéras transgenres, là, ou des trucs... J'ai plein d'images bizarres dans la tête. On envoie des chèques partout. On gère mal les programmes ici, mais ça ne dérange pas parce qu'il n'y a personne vraiment qui est préoccupé par la dette. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de créer de la dette. C'est pour ça qu'on fait rentrer des migrants ici, même si on est 60 milliards de dollars juste au Canada. Là. Au Québec, on est 23 milliards de dollars dans le trou si on compte la péréquation. On est... ça ne dérange pas, faites-les rentrer. Il y a comme on va s'en occuper. Et donc, surcharge, ça nous mène à une surcharge des dépenses sociales. Il y a de la corruption, là,
Et là, évidemment, augmentation de la dette et finalement perte de souveraineté. Perte de souveraineté à l'international avec le commerce, les industries qui délocalisent, le chômage, etc. Et puis perte de souveraineté avec l'augmentation des dépenses sociales, la corruption, etc. Ça nous amène à, justement, perte de souveraineté complète et finalement, l'avènement d'un monde sans frontières où les États sont entièrement contrôlés par le cartel bancaire, etc. Qu'est-ce que Trump fait? Évidemment, Trump règle les deux problèmes. Il règle les dépenses à l'intérieur et règle le problème de commerce à l'international. Donc, ça c'est juste comme ça. Et là, au Canada, ils essaient de nous mettre un de ces banquiers-là, une de ses représentants. C'est comme Macron, finalement. C'est comme un de ses représentants de la finance, là, mais c'est comme s'il se cache même plus, là. Avec Carney. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce que Trump règle comme problème. Qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, depuis l'arrivée de Macron, et là, j'ai plusieurs intervenants qui décrivent qu'est-ce qui s'est passé finalement. Bernard Monod, un homme politique français, ancien député européen, qui parle justement de volonté organisée de sabordage de l'intérieur. Et donc, ce qu'il y a ici, c'est que quand tu adoptes une vision synoptique, puis si tu regardes juste un projet, ils ont vendu telle entreprise à un Chinois, ils ont vendu une autre entreprise je sais pas moi, comme aux Allemands, ou paf, une autre entreprise à un groupe indien, et puis l'acier français, Mittal, je pense, il n'en parle pas, là, mais c'est... Et... ça a l'air, individuellement, ça a l'air, tu ne te poses pas de questions parce que tu n'as pas une vision d'ensemble, mais quand tu as une vision d'ensemble, tu te dis, c'est de la trahison, ça. C'est-à-dire que tu regardes, il y a une volonté, et c'est ce qu'il dit, volonté organisée de sabordage de l'intérieur. Oh. Attendez, je l'ai ici. Autant d'erreurs, de fautes, de malveillance contre la France et contre les Français. À un moment donné, il faut se rendre aux évidences. C'est plus fortuit, c'est plus des erreurs, des incompétences. Il y a une volonté organisée méthodiquement de sabordage, de destruction de l'intérieur de l'économie française et de la France dans son ensemble. C'est au niveau de la nation qui a commencé, mais de manière visible depuis déjà Macron, quand il était ministre de l'économie et déjà secrétaire de l'Élysée. Pour moi, c'est du sabordage méthodique. Ouais. Et aujourd'hui, méthodique. Macron a été mis en place par les banquiers pour saborder exactement. Ils ont fait ça d'une façon à la dure en Grèce, c'est-à-dire quand la Grèce, Goldman Sachs a maquillé les comptes de la Grèce pour lui permettre de rentrer dans l'Union européenne. Après ça, ils ont spéculé contre la Grèce pour faire s'effondrer l'économie grecque. Et quand l'économie grecque s'est effondrée, eh bien là, ils sont arrivés et ils ont dit, si tu veux être capable de payer les intérêts, tu vas vendre ça, le système d'aqueduc, telle île, tu vas nous la vendre. Et puis, tac. Là, comme des vautours, les financiers internationaux sont arrivés en Grèce, ils ont dépecé la Grèce et en Italie. Et c'est passé la même chose en 2008-2009, etc. Et quand l'ancien, je pense que c'était Berlusconi, a démissionné, l'autre est arrivé, je ne me rappelle plus son nom, un ancien de Goldman Sachs, lui aussi, il arrive, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il change la loi du sang pour la loi du sol en Italie. Donc, pour les migrants, etc., c'était une priorité du cartel bancaire. C'était une priorité, c'est la première chose qu'il a fait, un de ses premiers gestes. Et donc, là, ici, il y en a d'autres ici, c'est-à-dire, on nous explique exactement ce que j'expliquais en début de WebJournal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, gardons-le pour la fin, lui, Dominique Renier, allons-y ici avec Arnaud Montebourg. J'ai trouvé plusieurs clips d'Arnaud Montebourg, je vous ai fait un petit collage, il y a comme 15 minutes de discours, je vous ai résumé ça en à peu près 1 minute et demie, et lui, c'est un ancien ministre de l'économie française. Et c'est probablement la personne qui a la vision la plus claire sur l'état de l'économie de la France et qui est exactement sur la ligne Trump. Il parle d'une trahison économique du 440. Pour moi, d'abord, il y a un problème. C'est que l'élite dirigeante de ce pays a laissé mourir toute une série de fleurons qui nous ont fait beaucoup de mal. Ça a été à chaque fois un coup de poignard dans le cœur national. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez et maintenant Engie qui coupé en rondelles. C'est quand même GDF Gaz. Donc moi je considère
que maintenant ça suffit. Première proposition, je veux créer un délit de trahison économique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des ventes à l'étranger, il y a eu des gros chèques qui sont arrivés sur le compte bancaire des dirigeants. Monsieur Cron, il a touché 20 millions d'euros. Monsieur Cron, c'est celui qui a vendu Oui, je me souviens, Alstom. Monsieur Combes, il a reçu 13 millions d'euros. Et là, on se pose la question, c'est quoi l'intérêt d'avoir de la ruine économique, etc. Il n'y a pas intérêt d'avoir de la ruine économique pour le grand patronat, c'est pas ça. On les achète. Ils s'en fichent. Après, eux autres, ils vont habiter à Marrakech ou à Casablanca ou ils vont aux îles Caïmans. Ce ne sont plus des élites qui ont le bien-être de la population comme préoccupation. Ils ne pensent qu'à eux. Et c'est à ce moment-là que l'État devrait intervenir. Et c'est ce qu'il dit, Arnaud Montebourg, c'est que l'État devrait éventuellement intervenir puisque ces gens-là sont des hosties de rapaces. Il a vendu à Nokia. Monsieur Pilenko, quand il a vendu Technip, c'est quand même les brevets de l'Institut français du pétrole du général de Gaulle, je crois que c'était 9 millions, etc., etc. Donc moi, je considère que tous ces vendeurs à la sauvette de la France en pièces détachées, devant la justice, je considère qu'ils doivent maintenant répondre de leurs actes. Devant la justice. Oui, devant la justice, avec une responsabilité pénale pour trahison économique. Et sur les dégâts. Trahison économique. Imaginez si Trump proposait ça, évidemment, on le décrirait comme un Hitler, mais moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Dans l'industrie, ce que nous avons perdu. Il nous manque maintenant 1 million d'emplois industriels pour remonter difficilement. Donc, depuis que Macron est arrivé, ils ont perdu 1 million d'emplois industriels. C'est exactement, c'est la délocalisation, les ventes, etc., rationalisation, tout ce que le discours économique qu'on nous sert. 1 million d'emplois bien payés industriels. Ces gens-là, pour beaucoup, se retrouvent, par exemple, quand c'est dans un petit village ou une petite commune, se retrouvent au chômage et c'est l'ensemble de la commune qui est impacté, l'augmentation des dépenses sociales, l'augmentation de la dette qui mène à une perte de souveraineté, etc. Voilà. Et ça sert les élites. Toucher entre 10 et 20 millions d'euros. C'est le prix de la trahison de son pays quand on est patron de CAC 40. Est-ce qu'on peut décider d'avoir un gouvernement qui dira non ? Est-ce que c'est... Nous sommes dans une guerre économique mondiale. Il faut donc établir une liste des 500 entreprises, comme au Japon, les mettre sous contrôle de l'intérêt national. Et tous ceux qui commenceront à essayer de vendre sans l'autorisation d'un gouvernement qui prendra ses responsabilités devant le Parlement seront poursuivis pénalement. Première mesure de prévention. Mettre 500 entreprises ou 100... Juste l'idée même, c'est l'idée qui est bonne, c'est-à-dire mettre des entreprises qui sont considérées comme fleuron national et qui ne sont pas, qu'on ne peut pas vendre comme ça. C'est-à-dire que la plupart de ces entreprises-là même ont obtenu souvent des prêts du gouvernement pour commencer, pour s'établir. Et après ça, on achète les patrons, tu vois, ils vendent l'entreprise et on achète le patron avec 10 millions d'euros, 13 millions d'euros, etc. Lui, s'en va vivre, prend sa retraite et tout. Et finalement, c'est la France au complet qui y perd. Mais cette idée-là, il y a deux idées dans ce qu'il dit. Il dit une trahison, un crime de trahison économique, et après ça, créer 500, un groupe d'entreprises qui sont des fleurons nationaux qu'on ne peut pas vendre comme on veut. Après ça, Philippe de Villiers qui explique que la caste transnationale qui opère, qui est à l'œuvre présentement, essaie de changer de peuple. Et donc, c'est-à-dire que n'a plus le bien de la nation ou de la population lorsqu'elle délibère ou lorsqu'elle prend ses décisions. Elle souhaite même changer de peuple. On l'entend souvent, celle-là, de Villiers. A national, A privatif. C'est-à-dire qu'elle ne regarde plus vers le peuple ou vers la nation, elle regarde vers le monde et le monde de ses intérêts. Et deuxièmement, la caste élitaire, aux États-Unis comme en France, et c'est ça le plus important de ce que je veux dire, elle veut changer de peuple. Et là, c'est le coup d'arrêt avec Trump, parce qu'il a vu ça. Et les Américains ont voté pour lui parce qu'ils ne veulent pas que le peuple américain disparaisse au profit d'un nouveau peuple. Et c'est ça qui va se passer chez nous dans les années qui viennent. Autre sujet. Donc voilà, c'est ce que Trump essaie d'arrêter aux États-Unis, il l'a bien saisi. Et maintenant, finalement, donc tout ça mène à une désindustrialisation, comme j'ai montré dans le premier tableau, désindustrialisation et l'augmentation de la dette, moins du chômage, etc., ou des emplois de moindre qualité.
Et finalement, ça nous amène à une perte de souveraineté avec la dette, l'augmentation de la dette. Et c'est bien l'objectif. Et là, ici, c'est Dominique Renier, professeur à Sciences Po en France, qui est souvent invité sur les plateaux, qui l'explique. Réuni. Nous savons qu'avec ce niveau d'endettement, ce niveau de déficit, en réalité, nous ne sommes plus souverains. C'est pas vrai. Nous avons emprunté. Nous sommes l'un des pays qui, au monde, se finance le plus sur des marchés extérieurs. Nous sommes dépendants. Un État dépendant à ce point-là n'est plus un État vraiment souverain. Ça fait 50 ans exactement, 74-2024, que nous ne savons pas gérer nos finances publiques, que nous sommes en déficit et que nous répondons par l'emprunt, par l'impôt. On avait eu l'occasion tous les deux d'en parler déjà. C'est le signe que nos élites politiques ont été incapables, il faut le dire, de gouverner correctement le pays du point de vue des finances publiques. Maintenant, depuis 20-25 ans et de plus en plus, les Français ont aussi le sentiment que cet État défaillant sur le plan des finances et du budget n'est pas capable de contrôler les frontières, n'est pas capable d'assurer la sécurité. Tout ça, c'est lié. Vous voyez, depuis 20 ans, depuis 30 ans, la seule chose dont on a été témoin, c'est une augmentation de la dette et des impôts. Augmentation de la dette et des impôts. Rarement, on a un gouvernement conservateur comme au Canada, quand on a eu Stephen Harper, il y a eu comme le déficit a été réglé, on a arrêté, je pense qu'il a été capable de réduire le déficit massivement, mais après ça, ça repart, Trudeau arrive, et puis là, c'est comme double la dette, c'est-à-dire que ce qu'on a gagné sous Harper, on le perd en triple sous Trudeau. Mais ça a été la constante. Demandez-vous pas pourquoi il y a des frais maintenant sur tout ce que les taxes augmentent partout. T'arrives, dès que tu essaies d'avoir une transaction avec le gouvernement, il faut que tu payes, tu as besoin d'avoir un permis pour ci, pour les taxes de bienvenue à l'arrivée à la maison, et si, c'est ça, les taxes et les impôts ne cessent d'augmenter, et la dette aussi augmente. C'est-à-dire, et voilà. Et donc, ça, c'est la ruine économique, une ruine économique qui a un double volet, un volet intérieur, hein, avec l'augmentation des dépenses sociales constantes, etc., et un volet extérieur avec les déficits commerciaux et la délocalisation des entreprises, etc. C'était pas nécessaire, mais c'était voulu par l'élite. Voilà, tout ça mène à une perte de souveraineté, et c'est ça qui est l'objectif, et c'est ça que Trump essaie de régler. Trump arrive et on a senti ça, les gens l'ont bien senti aux États-Unis. C'est une des raisons pour lesquelles il a été élu en 2016, c'est que les cols bleus aux États-Unis, les travailleurs qui naturellement votaient démocrates, c'est ce que les gens commencent à comprendre. J'ai vu beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens-là maintenant, c'est-à-dire que Trump maintenant est bizarrement dans un retournement complet de la situation. Les républicains sont ceux qui défendent les travailleurs aux États-Unis et les démocrates sont ceux qui défendent Big Pharma, la finance, Wall Street, etc. Et donc, les rôles se sont complètement inversés. Et dès que Trump est arrivé, il a martelé ça durant la campagne. Il s'est d'ailleurs promené dans ses rallyes en 2016. Les derniers rallyes étaient surtout dans la Rust Belt, les États clés, là. Et il martelait partout le thème de l'emploi et de la réindustrialisation. Son premier mandat, il l'a fait en partie. Ils lui ont collé la COVID. Après ça, il y a eu la pause avec Biden. Mais là, on voit que c'est une préoccupation qui revient toujours chez lui. Ça fait 40 ans qu'il en parle. Je pourrais sortir 10 clips de Trump d'il y a dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, qui dit on se fait avoir sur le plan financier, on est en train de détruire ce pays-là. Et puis les États-Unis... on est géré par des imbéciles, etc. Si j'avais la chance de faire quelque chose, j'irais dans ce sens-là, dans le sens de la réindustrialisation. Et donc, vous avez ici, par exemple, Détroit, voici le Detroit Bureau. Le 24 janvier 2017, il avait été assermenté, ça faisait 3 jours qu'il avait été assermenté, et déjà, il rencontrait les géants de l'industrie automobile de la ville de Détroit pour leur dire que la délocalisation, c'était terminé, qu'il fallait ramener la production et même de toutes les pièces aux États-Unis à Détroit pour réindustrialiser la ville, parce qu'il y a des villes entières aux États-Unis, tu sais, Cleveland, Détroit, plein de villes qui sont littéralement... Je veux dire, des villes en ruine, le Détroit. En France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas... Détroit, c'est une ville... c'est épeurant quand j'ai roulé une couple de reprises à Détroit. Et c'est épeurant. Ça fait peur. La ville est complètement désindustrialisée. Les entreprises sont parties ailleurs. Il y a énormément de pauvreté.
Et Trump, c'est littéralement comme dans les films dystopiques, là, où est-ce que la végétation commence à reprendre droit de cité sur les zones anciennement industrielles. Et Trump, c'est ça, 3 jours après son... Et c'est comme ça dans beaucoup de villes américaines. Hein. Même les maisons tombent en ruine et tout ça. Il y a un petit noyau au centre-ville qui est comme semi-dynamique. Et après ça, tu as des zones, des couches, des zones de pauvreté, de ruines et de désindustrialisation. On se croirait dans un film de science-fiction. Et donc, 3 jours après son assermentation, il rencontre les exécutifs. Et là, c'est la même chose ici. Il est arrivé, il n'était pas encore entré en fonction, qu'il parlait de tarifs. Et là, il dit, encore une fois, « Trump will delay some auto tariff after Detroit's tree push ». Donc, les 3 grands constructeurs automobiles sont allés rencontrer Trump pour lui dire de repousser un peu les tarifs sur les trucs automobiles pendant une phase de réorganisation. Il a dit « OK ». Mais c'est un impératif que de régler ce problème-là. Et durant la campagne, encore une fois, il faut comprendre la campagne de 2016. Les gens comprennent très mal la campagne de 2016. Très peu de personnes suivaient Trump à l'époque, mais c'était ça. Hein, c'était des discours sur la réindustrialisation. Et il y a Michael Moore qui a fait un film, justement, à l'époque. Le Michael Moore qui a fait Fahrenheit 9/11 sur le 11 septembre et sur Bowlings in Columbine, le réalisateur Michael Moore, qui a fait un film qui s'appelle Trumpland, qui expliquait pourquoi le redneck américain moyen votait Trump, c'est-à-dire pourquoi les démocrates étaient en train de perdre la campagne. Ouais. Donc, Michael Moore ici dit que Trump est un human Molotov cocktail, un cocktail Molotov humain. C'est-à-dire que, je vais vous montrer le clip. Là. Je l'ai déjà montré ce clip-là, mais c'est bon de le rappeler. À ce moment-ci, il est extrêmement pertinent. C'est pour ça que je le ressors. Il a expliqué pourquoi des gens qui avaient tout perdu, qui avaient été désindustrialisés complètement, que leur maison avait été reprise par les banques, qui avaient littéralement tout perdu. La seule chose qui leur restait, c'était la capacité de lancer un cocktail Molotov sur l'establishment avec Trump. The Human Molotov, il avait appelé le cocktail Molotov humain, c'est-à-dire une personne, un vote. Je vais voter pour Trump parce que toutes les institutions américaines nous ont laissé tomber. Le Congrès a laissé... Le gouvernement américain a laissé le pays se désindustrialiser et s'appauvrir. Les banques nous ont fait faux bond. Les banques sont venues reprendre notre maison, notre hypothèque. Les compagnies sont parties. Les PDG de compagnies nous ont donné un chèque de 800 $ et puis, ça faisait comme 15 ans qu'on travaillait là. Salut, ils sont partis en Chine, etc. L'ensemble de l'establishment américain avait abandonné l'Américain moyen. Beaucoup de démocrates, je le dis, là. Et là, c'était la chance de voter Trump pour dire « fuck you ». Je vous montre ce clip-là qui est très émouvant. Pour ceux qui l'ont déjà vu, là, ça dure 2 minutes. Because I know a lot of people in Michigan that are planning to vote for Trump. And ça, c'est Michael Moore qui présente le narratif, la trame narrative. C'est Michael Moore qui présente son film devant un auditoire de, je sais pas, comme 500 personnes. Il est en conférence devant 500 personnes et il explique pourquoi les démocrates vont voter Trump cette fois-ci, alors que normalement les démocrates auraient dû voter Clinton. Il explique pourquoi les gens ordinaires, le peuple ordinaire a voté Trump. Il dit, c'est pas des rednecks, c'est pas des racistes, c'est des gens qui ont tout perdu. they don't necessarily like him that much, and they don't necessarily agree with him. They're not racist and rednecks, they're actually pretty decent people. And so I wanted to sort of, after talking to a number of them, I wanted to write this. And Donald Trump came to the Detroit Economic Club and stood there in front of the Ford Motor executives and said, if you close these factories as you're planning to do in Detroit and build them in Mexico, I'm going to put a 35% tariff on those cars when you send them back, and nobody's going to buy them. It was an amazing thing to see. No politician, Republican or Democrat, had ever said anything like that to these executives. And it was music to the ears of people in Michigan and Ohio and Pennsylvania and Wisconsin, the Brexit states. You live here in Ohio, you know what I'm talking about. Whether Trump means it or not is kind of irrelevant because he's saying the things to people who are hurting. And it's why every beaten down, nameless, forgotten working stiff who used to be part of what was called the middle class loves Trump.
He is the human Molotov cocktail that they've been waiting for. The human hand grenade that they can legally throw into the system that stole their lives from them. And on November 8th, Election Day, although they've lost their jobs, although they've been foreclosed on by the bank, next came the divorce, and now the wife and kids are gone, the car's been repoed, they haven't had a real vacation in years, they're stuck with the shitty Obamacare bronze plan where you can't even get a fucking Percocet. They've essentially lost everything they had, except one thing. The one thing that doesn't cost them a cent and is guaranteed to them by the American Constitution, the right to vote. They might be penniless, they might be homeless, they might be fucked over and fucked up, it doesn't matter, because it's equalized on that day. A millionaire has the same number of votes as the person without a job, one. And there's more of the former middle class than there are in the millionaire class. So on November 8th, the dispossessed will walk into the voting booth, be handed a ballot, close the curtain, and take that lever, or felt pen or touchscreen, and put a big fucking X in the box by the name of the man who has threatened to upend and overturn the very system that has ruined their lives. Donald J. Trump. They see that the elites who ruined their lives hate Trump. Corporate America hates Trump. Wall Street hates Trump. The career politicians hate Trump. The media hates Trump after they loved him and created him and now hate him. Thank you. Voilà, donc ça m'émeut moi aussi à chaque fois. J'ai vu des gens qui disaient dans le chat, ça me donne la chair de poule, ça m'émeut, etc. Moi aussi, ça m'émeut à chaque fois. C'est le seul qui s'est préoccupé des gens ordinaires. Macron n'a pas voté Trump, mais il expliquait Trump. Là, donc, c'est le seul qui a vraiment pris, Washington complètement déconnecté des gens, ils s'occupent de leurs intérêts et tout. Ils ont accepté toutes les délocalisations, se foutaient de l'Américain moyen dans la ville qui perdait son emploi, sa maison. En tout cas, donc vous comprenez l'action, les tarifs, c'est ça, c'est pour réindustrialiser les États-Unis, OK? Les sondages maintenant. Donc, la stratégie patriote, c'est de faire, de Donald Trump, c'est de faire exactement le contraire de Macron. Macron qui a vendu la France morceau par morceau, les joyaux de l'industrie française, etc., comme l'expliquait Arnaud de Montebourg, les autres, etc., pour faire en sorte décupler la dette, faire en sorte que les Français ne soient plus souverains. Et c'est l'objectif des élites mondialistes, OK? Maintenant, ici, je vous ai parlé la dernière fois je vous ai montré les clips en parlant de sondages. Quand Mark Carney est arrivé, les sondages le mettaient largement favori. Et je vous ai montré les clips de Dimitri Soudas qui disait « Ouais, moi, quand j'étais au bureau du premier ministre, on appelait les sondeurs et on leur disait « Peux-tu me sortir un sondage comme ça? » Et puis... je veux telle réponse, je veux tel résultat. Et il dit, c'est pas... même chose avec De Villiers, qu'on a vu tout à l'heure. Il disait, c'est pas les journaux qui payent pour les sondages. C'est les hommes politiques qui payent pour avoir les sondages favorables. C'est-à-dire, on sort des sondages, ou bien comme un sondage, tu sais, c'est comme l'opposition qui veut embêter le gouvernement, qui appelle un sondeur, dit, je veux tel résultat. Peut-être pas tous les sondeurs. Hein? Il faut quand même que je mette une bémol pour pas me faire poursuivre. Mais en tout cas, si on en croit ce que ces deux gars-là disent, c'est ça, c'est que les maisons de sondage sont des maisons mercenaires qui sont là. On l'a vu de toute façon avec Clinton et Kamala Harris, de quelle façon les sondages étaient complètement manipulés. On a montré des clips au début de la campagne Harris où des sondeurs comme Rasmussen nous expliquaient qu'ils suréchantillonnent les démocrates pour donner un boost à Kamala Harris. On va appeler 3 démocrates pour 1 républicain.
Et parce que personne ne va regarder la méthodologie, personne ne rentre dans les détails pour regarder la méthodologie. Comme Jean-Marc Léger qui nous a sorti un sondage sur les drag queens dans les écoles. Apparemment, les Québécois étaient pour. Et finalement, on s'est rendu compte que 75% des personnes questionnées étaient dans le 10-15% des gens qui n'avaient jamais eu d'enfants. Quelle méthodologie étrange pour nous dire comment pense la population québécoise. Donc, c'est un outil de pouvoir, un outil d'ingénierie sociale. Et là, encore une fois, crédit à mon fils qui est allé faire ça fait bizarre de dire ça en ondes, là, mais il m'envoie des trucs comme ça. Il dit qu'il a été faire de la recherche sur les programmes d'investissement du gouvernement du Canada et se rend compte que, finalement, le gouvernement fédéral est le client principal des sondages. Et là, pensez à tous les différents programmes de USAID qu'on a vus, genre où est-ce que le gouvernement dépense des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de dollars pour des trucs absolument ridicules. Eh bien, le gouvernement du Canada est le principal client des compagnies de sondage. Regardez ici, et c'est exactement comme le Doge finalement, c'est-à-dire qu'on n'a pratiquement aucune information sur les sondages qui sont menés. Et ça a l'air d'être pour beaucoup, c'est des sommes absolument astronomiques pour des sondages. C'est souvent des 300 000 ici, vous voyez, comme Ecos Research, 300 000 2 fois 300 000 pour autres services professionnels non précisés. Et on ne sait pas sur quoi, mais c'est comme, là on pourrait se dire, ouais, le gouvernement a besoin de sondages pour savoir ce que la population pense. Oui, mais pas tout à fait. C'est comme les publicités gouvernementales. Et là, j'arrive à mon propos, c'est-à-dire quand le gouvernement achète de la pub, par exemple, dans les médias après ça, on a vu ça durant la COVID, les médias après ça sont très, très, très... sont beaucoup plus doux avec le gouvernement parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs revenus. Eh bien, c'est la même chose avec les maisons de sondage. Les maisons de sondage sont le gouvernement fédéral comme client principal. Personne ne dépense des millions et des millions et des millions dans les maisons de sondage et c'est souvent pour des hosties de sondages bidons comme j'en ai un ici en anglais. Regardez ça ici. Léger marketing. Regardez celui du milieu. 339 000 pour Post-Event Survey for Health and Air Quality Forecasting Program. Post-Event Survey for Air and Quality Forecasting Program. Un programme, c'est un sondage qui évaluait après coup la qualité, le programme forecasting, d'anticipation de la qualité de l'air et la santé. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Presque un demi-million de dollars mis là-dedans, un tiers de million de dollars mis sur un truc dont personne n'a jamais entendu parler, qui change absolument rien au gouvernement. Ça a l'air d'être des grosses subventions cachées aux compagnies de sondage, une façon d'acheter les compagnies de sondage. Ça a l'air de ça, en tout cas, à l'extérieur. Quand on regarde, c'est pas juste Léger. Léger, c'est un des plus gros récipiendaires des fonds gouvernementaux. C'est ici, vous avez 356 000 $ pour Severe Weather Post-Warning Survey. Severe Weather Post-Warning Survey. Une enquête, j'arrive même pas à le traduire, post-warning. Tu sais, quand il fait très froid, là, bien, il y a comme... je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à vous l'expliquer. Mais en tout cas, 356 000 $. Severe Weather Post-Warning Survey, un tiers de million de dollars. Post-Event Survey for the Health and Air Quality Forecasting Program. D'autres, c'est des recherches sur la communication. C'est absolument pas transparent, mais c'est pas le seul. Et ça, c'est c'est Nanos Research, un autre truc ici. On ne sait pas c'est quoi les sondages. Un tiers de million de dollars. Et vous voyez comme ça ici. Angus Reid. Other business not specified, not elsewhere. Autre affaire non spécifiée. Autre affaire non spécifiée. Autre affaire non spécifiée. Vous en avez pour 300 000 $ ici. Même chose avec Ecos. Et donc, la plupart des compagnies de sondage, c'est comme ça. Ça, c'est en anglais. Je les avais ici en français. Mais et là, après ça, demandez-vous, là, encore une fois, c'est la même chose. Ça ressemble à ce qu'on a vu dans USAID.
Et ça semble être une façon de mettre, comme les médias, de se mettre les compagnies de sondage dans les poches et de faire en sorte qu'elles produisent des sondages qui sont favorables au gouvernement. C'est que le gouvernement crée de l'ingénierie sociale comme ça, c'est-à-dire va utiliser des sondages. On ne sait pas c'est quoi les questions, c'est pas transparent, il n'y a aucune transparence, on ne sait pas quelles questions le gouvernement a posées, on ne sait pas si c'est une façon d'acheter les compagnies de sondage et après ça, on se demande pourquoi des compagnies de sondage sont comme hyper favorables à Mark Carney avec des sondages comme ça ici qui nous dit genre sondage Nanos Elks-Exxon. 48% des Canadiens pensent que Carney est plus à même de remplir ses promesses électorales contre 27% contre Pierre. Ça sort de où, ça? La moitié des Canadiens pensent que Carney va respecter ses promesses électorales. Seulement un quart pense que Poilievre va le faire. Oui? Et donc, c'est ça. Et donc, c'est à mettre dans notre pipe. Toute la question des sondages et de l'achat d'influence, de l'achat de l'industrie du sondage par les gouvernements à coût de millions et de millions de dollars. Et là, c'est comme les médias, c'est le système démocratique. Maintenant, on va terminer avec ça ici, un article absolument scandaleux trouvé dans le Journal de Montréal qui fait encore une fois les liens entre Trump et Hitler. On se rappellera, il y a à peu près un mois, j'avais parlé de cet article-là ici. Adolf Hitler aussi voulait ce que Donald Trump appelle la paix. Et donc, on critiquait la volonté de Trump de faire la paix avec la Russie. Hein? C'est-à-dire que maintenant, c'est que quiconque veut faire la paix, étant donné que Hitler a voulu faire la paix à un moment donné, Hitler voulait la paix, étant donné que Hitler a déjà voulu la paix, eh bien, quiconque essaie de faire la paix, une stratégie d'apaisement peut être hitlérisé. Ouais, et ça c'est penser seulement au général de Gaulle qui s'était rendu à Moscou dans les années 60, puis qui avait une stratégie de pivot là, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Pensez à tous ceux qui travaillent pour un prix Nobel de la paix. Imaginez, ils sont tous hitlérisables maintenant. Heureusement, il y a des personnes comme ici John R. MacArthur, l'éditeur en chef du Harper's Magazine, qui remet les pendules à l'heure sur l'apaisement. Ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le Journal de Montréal, ils savent que leurs auditeurs n'ont pas un niveau, ils sont pas très exigeants sur les faits historiques et tout. Et honte à Pierre-Carl Péladeau de sortir ce genre de propagande parce que là, on nous dit, encore une fois, ça c'est l'article en question aujourd'hui, on nous dit avec une grosse svastika et Trump, tu vois, Donald Trump à côté d'une grosse svastika, et donc association d'images, on sait que 80% des gens vont principalement regarder l'image, vont se faire une idée directement en commençant avec l'image, et là on associe ça à la svastika. Et toutes les stratégies que vous voyez dans cet article-là, finalement, c'est finalement eux qui n'ont absolument rien à envier à Goebbels dans les stratégies de manipulation de l'opinion publique. Le texte dit « Lisez ce texte pour comprendre une bonne fois pour toutes l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et les comparaisons qu'on peut tirer de la rhétorique de Donald Trump. » Et là, si vous regardez l'article fait quelque chose comme, je sais pas, une dizaine de paragraphes. Ça, c'est l'article au complet. Il était trop long pour que je le mette au complet à l'écran. Et l'article ne parle que d'Hitler, de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, etc. Et là, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué sur il y a à peine 80% des gens qui se rendent au 4e paragraphe. C'est-à-dire, généralement, c'est l'image, le titre. Là, déjà, les 2 premiers paragraphes, tu as perdu 50% des lecteurs. 3e paragraphe, tu es rendu à 70. 4e paragraphe, il reste peut-être juste comme 20% des gens qui lisent le 4e paragraphe. Celui-là en a quelque chose comme 12. Et c'est au 12e paragraphe qu'on commence à parler de Trump. Et on nous dit essentiellement, finalement, il n'y a comme pratiquement aucune information. Existe-t-il des parallèles avec la Deuxième Guerre mondiale et l'administration Trump? Et là, finalement, on nous dit, l'article a passé genre 80-90% à parler de l'histoire d'Hitler et finalement, on nous sort un truc d'une généralité extrême sur Trump. C'est de la manipulation de l'opinion publique, absolument. Je suis juste scandalisé, là.
suis juste scandalisé, je suis désolé, il fallait que j'en parle. Et donc, c'est comme, premièrement, Hitler a profité d'un pays en crise, de la pauvreté, du chômage, etc., afin de se créer un électorat. Et donc, Trump, comme ce qu'on a expliqué un petit peu plus tôt, les gens qui ont été vendus par la mondialisation, par les élites américaines, etc., sont fâchés. Et là, veulent quelqu'un qui, à cause que les gens veulent régler leurs problèmes économiques, il y a un parallèle à faire avec Trump. Ça, c'est son premier truc. Premièrement, c'est ça, profiter d'un pays en crise, pauvreté, chômage, etc. Et, étant donné que Trump essaie de régler la pauvreté, le chômage, etc., il y a un parallèle avec Hitler. Imaginez ça. Ensuite, Hitler posait en sauveur des Allemands. Trump se présente comme un outsider opposé au système dénonçant les médias, les institutions fédérales, etc., etc. Il y a plein de personnes qui ont fait ça aux États-Unis. Les personnes qui se présentent comme des outsiders, premièrement, ils vont jamais dire, tu sais, des gens comme Che Guevara, là, tu sais, encensés par la gauche. Quelqu'un qui critique les institutions, ils vont jamais faire d'articles là-dessus. Pensez à Martin Luther King. Même chose, un outsider qui critique les institutions. Même chose avec Nelson Mandela, un outsider qui critique les institutions. Même chose avec Gandhi, un outsider qui critique les institutions. Même chose avec Reagan et Thatcher dans une moindre mesure. Reagan était sauvage sur le gouvernement fédéral, sur l'obésité du gouvernement fédéral, la surextension du gouvernement fédéral. Le département d'éducation, normalement, il voulait sortir de l'UNESCO, etc. Une critique fondamentale du système sous Reagan. Même chose avec les Kennedy. Quand les Kennedy sont arrivés, là, lui et Bobby, son frère, eh bien, c'était... on parlait des communistes qui étaient partout, l'influence, les syndicats qui étaient super puissants aux États-Unis. Et il y avait une critique massive du système. Ils sont arrivés là pour donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Hein? Pensez aussi à, par exemple, Lech Walesa en Pologne, hein, Mais tu sais, maintenant, c'est ça. Si tu critiques le système, si tu es un petit peu abrasif, etc., tu peux être associé avec Hitler. Tu peux être associé à Hitler. Hein? Donc, puis finalement, ils finissent par dire... il dit Trump a contesté les résultats électoraux. Trump a contesté les résultats électoraux. Oui, mais c'est parce qu'il s'est probablement fait voler l'élection et ça, ça demeure à être démontré. Quoi qu'il l'ait fait, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ce que les médias peuvent lui reprocher, hein, mais encore une fois, ils ont dit, là, c'est ça, c'est le clip de Tulsi Gabbard que j'avais qui disait qu'elle avait, son Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, qui disait qu'elles avaient trouvé des preuves, j'aurais dû avoir le clip, là, de manipulation des machines de vote. OK? Et donc, mais ça reste en suspens là-dessus. Mais il finit par dire, finalement, encore une fois, là, ça arrête les comparaisons. C'est quelle comparaison exactement, là? C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de régler la pauvreté, puis quelqu'un qui est anti-système. C'est ça, les comparaisons avec Hitler, là, et donc, là, ça arrête les comparaisons. L'Allemagne des années 30 était une jeune démocratie instable. Les États-Unis ont des institutions solides. Il est beaucoup plus difficile de basculer vers une dictature. Et donc, finalement, il dit, ouais, mais ça ne se passera pas aux États-Unis, beaucoup plus difficile, etc. Mais il a fait son petit jeu de mettre l'image avec la svastika, etc., le salissage par l'image. Honte à Pierre-Carl Pelado de publier des torchons comme ça dans ses journaux. Et rappelez-vous le nom de ces deux journalistes-là. De ces deux, je ne sais même pas si c'est des journalistes. Philippe Vincent Foisy, pour le premier texte, et l'autre, Martin Landry. Honnêtement, là, ça aurait pu... ça avait le niveau de professeur au secondaire. C'est publié dans le Journal de Montréal. Voilà. C'est ce qu'on appelle du populisme informationnel, hein, qu'on pourrait aussi qualifier de propagande. C'est de la vraie propagande. Okay? Et donc, voilà. On va terminer avec ça ici. J'avais d'autres trucs. Varia. Pete Hegseth qui dit finalement qu'il va réintégrer les membres des forces armées américaines qui ont été renvoyés par refus de prendre le vaccin avec arriéré de paie. C'est-à-dire que si en 2022, par exemple, 2021, 2022, des personnes ont été renvoyées des forces armées ou ont démissionné à cause qu'ils ont refusé le vaccin, ils peuvent être réintégrés avec genre mention honorable et recevoir 2-3 ans de paye en arriéré. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi le Parti démocrate qui n'existe plus. Parti démocrate qui n'existe pratiquement plus. Un sondage du magazine The Economist, qui n'est pas un magazine pro-Trump, là, nous indique finalement qu'il y a plus que 10% des Américains qui sont très favorables au Parti démocrate. Ça fait mal, ça.
Et c'est ce qu'on expliquait quand on disait que c'est ça, ils sont en train de détruire complètement le Parti démocrate. J'ai ça ici. Continue to feel that pain, continue to see the chaos, it will be terrible for Republicans in the midterm election. But repeating a word isn't going to help the Democrats dig themselves out of that massive hole that they dug back in November. A new survey found that only a measly 10% of Americans hold a very favorable view of Democrats in Congress. But have no fear, guys, Tim Walz is here. Kamala's failed running mate has been holding... Plus que 10%. Et donc, l'agenda du président Trump est massivement appuyé par les Américains. Les démocrates n'ont plus réellement de poids politique. On remarquera aussi ici une enquête sur les causes de l'autisme par RFK, donc lors du la dernière rencontre de cabinet avec Trump et tous ses ministres, ses responsables des différents dossiers. RFK a dit que sur l'ordre du président Trump, il allait maintenant avoir une enquête sur les causes de l'autisme. C'est-à-dire qu'on a toujours dit non. Quand ils ont sorti le film Vax 1 et Vax 2, c'était un film conspirationniste, même si on montrait comme plein de preuves. Et ça a toujours été ça, hein, c'est-à-dire qu'on floue les données, etc. Bien, là, RFK dit on va faire une enquête en profondeur sur les causes de l'autisme. Et c'est ça qui met des mécanismes en place qui ne pourront pas, ou est-ce qu'on ne pourra pas dire par la suite, t'as pas les données, t'as pas les bonnes informations, etc. Il va arriver avec les bonnes informations, on sait c'est quoi les résultats, là, un peu à l'avance. Mais le rapport est censé sortir avant septembre. Continue to feel that. We have now the autism, and we are going at your direction. We are going to know by September. We've launched a massive testing and research effort that's going to involve hundreds of scientists from around the world. By September, we will know what has caused the autism epidemic, and we'll be able to eliminate those exposures. So big. Think of that. So it was. Il dit à partir de septembre, on va avoir c'est une gigantesque enquête avec des centaines de scientifiques partout dans le monde. Et à partir du mois de septembre, on devrait avoir les causes, des résultats sur les causes de l'autisme. Voilà. Alors, c'est à peu près ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Juste un dernier mot là-dessus. La différence entre les mulots de l'info et les aigles de l'info. Hein, essayez de ne pas tomber dans le paradigme du mulot de l'info qui est comme couche. C'est la petite partie coquine du Web Journal, même si je suis fatigué à la fin. Là, les mulots de l'info et tu sais, même un brin d'herbe semble gigantesque. Les mulots de l'info peuvent se noyer même dans une petite mare comme ça, une petite flaque d'eau. Les mulots de l'info vont voir comme des petites roches, comme des obstacles insurmontables, n'auront pas de vision synoptique, ils ont une vision millimétrique de l'actualité. Ils ne prennent pas en compte le contexte, tombent dans tous les pièges, hein, les unes tapent à l'œil, etc., sans jamais aller comme plus loin dans la réflexion, sans jamais se mettre dans les pieds de la personne qui est mentionnée, vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aurais fait à sa place alors que ci, alors que ça. J'aurais dû avoir une section sur comment ça s'appelle, RFK et la rougeole, là. C'est ça qui manquait aujourd'hui. Je vais peut-être cette semaine ou en fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Mais il y a comme une controverse. Il y a eu un mort, là, puis ils essaient d'attribuer ça à RFK. RFK qui avait dit il y a plein d'autres façons de s'en sortir de la rougeole, etc. Tu sais, le vaccin, c'est bien, mais regardez la vitamine A, etc. On en avait parlé, puis là, il y a un mort. Puis là, c'est comme la chloroquine avec Trump. Là, la chloroquine, Trump avait dit prenez de la chloroquine, puis là, il y avait eu comme apparemment un mort parce que les gens avaient pris de la chloroquine comme du truc d'aquarium. Et puis là, les médias disaient ben oui, c'est comme vous écoutez le président Trump qui n'est pas un médecin, ben c'est ça que ça donne. Il y a des morts. C'est ça. Puis ils essaient de faire le même truc avec RFK, avec il y avait dans le texte qu'on avait analysé, il parlait de toutes sortes d'autres façons, une bonne alimentation, etc. Donc, il mettait comme, il disait, oui, le vaccin, mais il y a comme... Et là, apparemment, il y a un mort, et puis là, c'est ça qui manquait. Il y a un mort, et puis là, on le dit, c'est à cause de lui, ça, avec sa position anti-vax, etc. Maintenant, il y a des morts, il met la vie des gens en jeu, etc. Et là, il doit se défendre, mais les gens ne voient pas ça. Et puis, je vais revenir là-dessus un petit peu plus en détail, peut-être lors du prochain Web Journal. Donc, c'est ça, les mulots de l'info voient comme
ne réfléchissent pas en profondeur, n'ont pas de vision synoptique, tombent dans tous les pièges, sont très émotifs et sont mus par la peur. Généralement, c'est ça. Hein, il y a toujours comme une peur de quelque chose. On va se faire avoir, ils sont trop forts, etc., etc. Bon, ils fonctionnent sur le logiciel nocebo, alors que les aigles de l'info ont une vision synoptique, voient le contexte, ils évitent les pièges, ils vont en profondeur, ils priorisent l'essentiel et ont une attitude détachée. Quand on est très émotif, on réfléchit mal. Hein, c'est même Q qui le disait, genre... quand on est trop émotif, on réfléchit mal, on voit mal les causes et les conséquences, on a une vision tordue, alors que si on a une vision synoptique et une attitude détachée, on comprend les tenants et les aboutissants, c'est beaucoup plus facile de réfléchir et de prendre des décisions. Voilà. Donc, c'était juste ça, c'est essayer d'éviter d'être un mulot de l'info et adopter plus une attitude comme aigle de l'info, OK? On va juste laisser ça là, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On rappelle qu'on est en campagne de financement jusqu'à la fin du mois d'avril. Remettre les coffres à neuf. Donc, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207 Saint-André, Montréal-Québec, H2L4Y5. Par virement Interac, Alexis à radioquebec.ca. On a aussi via PayPal et Bitcoin, etc. Et aussi par carte, on laisse toujours les coordonnées dans les commentaires. Et donc, ça, c'est bien apprécié. Ça nous permet de continuer à survivre Radio-Québec. Radio-Québec ne survivra peut-être pas indéfiniment pour toujours, mais pour l'instant, on continue et on sollicite votre appui. Voilà. On vous rappelle aussi que notre ami Gilles Belrose, celui qui fait le Bye Ciao, notre super humoriste qui a un podcast et qui fait nos bye-bye de fin d'année, le Bye Ciao, est en spectacle le 24 mai prochain à la salle Le Bourgneuf à Québec. Gilles Belrose, humour et musique. Donc, il y a une façon, on a laissé dans les commentaires la façon de vous procurer les billets. Vous avez ici la façon, vous cliquez sur le lien et vous tombez ici. Vous avez une représentation de 13 à 15 heures et puis vous avez une représentation après ça à 19 heures plus tard. On a laissé ça dans les commentaires. On lui souhaite bonne chance. C'est toujours des super spectacles. On apprécie beaucoup Gilles et c'est un des gars qui a jamais lâché et qui crée de l'humour intelligent. Contrairement à ce qu'on voit maintenant à la télévision, lui, c'est de l'humour intelligent. Voilà. Donc, Gilles Belrose. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Le ciao bye, exactement. Voilà. Autre chose, est-ce que j'ai... Voilà. OK, ben c'est tout. Ça sera un web journal un petit peu plus petit que d'habitude. Normalement, on fait au moins jusqu'à écart. Mais là, c'est ça. J'aurais dû avoir la séquence sur RFK qui parle de la rougeole. Il n'a pas eu le choix de dire ce qu'il a dit parce qu'on lui colle il est le responsable des morts. Comme Trump, il était le responsable des morts avec la chloroquine, etc. Donc, il doit être extrêmement prudent, mais ça avance à grands pas. Hein, je veux dire, imaginez juste ça sur les vaccins. Là. Imaginez juste sur les conséquences avec l'autisme, cette enquête sur le... Fait que tu peux bien dire, oui, OK, oui, le vaccin, okay, la rougeole est super bon, etc. Mais en arrière, tu tiens ton bat de baseball comme ça en arrière, puis tu as comme une enquête sur l'autisme s'en vient. Et donc, c'est ça les mulots de l'info qui sont fatigants parce qu'ils vont toujours comme prendre ils vont jamais avoir de réflexion en profondeur, voir le contexte dans le genre, les médias lui reprochent que ses conseils, que son approche médicale crée des morts. Ils vont pas prendre ça en compte, non. C'est juste le brin d'herbe devant eux ou la grosse roche ou la flaque d'eau. Ils n'ont pas une vision du contexte dans lequel contexte il opère et donc, et aussi qu'est-ce qui s'en vient avec sa commission sur les vaccins, l'autisme, je veux dire. Et donc, honte au mulot de l'info. C'est pas honte, je pense que j'ai l'impression rendu là que c'est une disposition d'esprit, ça doit il doit y avoir quelque chose à voir avec la personnalité. Je commence à déparler, là, voilà. OK. Donc, trahison économique des élites,
Trump règle autant à l'intérieur qu'avec le commerce extérieur toutes les causes de l'affaiblissement des États-Unis, de la ruine, de la perte de souveraineté, etc. Il repart le moteur. C'est comme littéralement comme repartir le soleil. Là, il repart le moteur économique des États-Unis, alors qu'ailleurs, partout dans le monde, comme ce qui s'est passé depuis la fin de la chute du mur de Berlin, pas la chute du mur de Berlin, c'est la désindustrialisation, la montée du nomadisme de Jacques Attali, la vente des fleurons de l'industrie, la trahison économique des élites, etc., comme ce que Macron a autorisé en France depuis son arrivée au pouvoir. Des hosties, des crapules, des salopards. All right? Allez, OK. Salut tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. Oh.